que suite à cette présentation de MEHARI 2010, comme ici tout le monde, ou presque, a déjà eu MEHARI 2007, il est bon de voir comment ces changements se présentent dans les bases de connaissances. La première chose à noter, c'est que de 2007 à 2010, ainsi que ça a été mentionné par Jean-Philippe Joas, on a conservé l'essentiel, c'est-à-dire le modèle de risque, tous les éléments permettant de déterminer les niveaux de risque, l'analyse des enjeux, donc c'est un des modules de la méthode, le diagnostic des services de sécurité par un questionnaire qu'on appelle aussi d'audit, l'analyse des scénarios de risque, et on a conservé donc toute l'assistance offerte dans les bases de connaissances, par les bases de connaissances, par ces questionnaires, par ces scénarios, etc., et par des matrices de décision. Alors, les questionnaires d'audit, avant, il y avait 12 domaines. Dans la version 2010, il y en a 14. Cependant, le nombre de services a augmenté de plus que de 20%. Il a augmenté à peu près d'un tiers. Au niveau des scénarios, alors les scénarios, c'est quelque chose que nous n'avions pas fait évoluer dans la version 2007. Donc, ils avaient 5 ou 6 ans d'âge. Et donc, on a fait un effort important sur la description des scénarios en s'appuyant sur un certain nombre de principes que nous a facilité l'arrivée de l'ISO 27005. Okay. Donc, compte tenu de tous ces éléments, MEHARI est une méthode d'analyse de risque qu'il faut effectivement comprendre, mais une fois qu'on l'a comprise, c'est assez facile à mettre en place. Donc, par rapport à une méthode qui serait rapide, parce qu'on pose peu de questions, parce qu'on fait ceci, cela, donc il faut acquérir les mécanismes et l'outillage, et après on le met en œuvre, et cette fois ça devient plus rapide. Par exemple, typiquement, auditer une personne, un service, par exemple, sur les activités réseau, c'est un entretien d'1h30, okay, par variante, et on verra ce que c'est que les variantes tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une variante? Si j'ai un centre de calcul où j'ai que des Windows et une équipe qui sait gérer les Windows, un autre centre de calcul où j'ai des Linux ou des Unix, et c'est des gens qui savent gérer les Linux et les Unix, peut-être que j'aurai 2 questionnaires à faire. Donc, c'est 2 fois 1h30, mais le résultat est là. On a des résultats comparables, ainsi que ça a été mentionné déjà par Jean-Philippe Joas. Donc cette version, tout en conservant tous les principes de départ, elle est enrichie, et en particulier par le fait de l'étude de ce qu'apportait la norme 27005 en tant qu'exigence ou en tant que demande de choses à faire. Les traitements de la méthode ont évolué un petit peu, donc ainsi que je l'ai dit, par les nouveaux domaines, par des nouveaux scénarios, on a approfondi les plans d'amélioration, et on utilise un certain nombre de retours d'expérience de la distribution libre, et en particulier sur ce concept d'outils. Ce que l'on note, c'est que, vous verrez ça tout à l'heure, il y a eu beaucoup de chargements de MEHARI. Je ne sais pas dans la salle, mais il y a globalement 3 sortes de populations. Il y a ceux qui ont chargé MEHARI, qui ont regardé, qui ont dit c'est beau, c'est bien, c'est compliqué, je vais prendre un petit bout. Il y a ceux qui disent je veux m'en servir et je vais travailler dessus. Par exemple, il y a des gens qui ont transporté les fichiers qu'on livre sous Excel sur des bases SQL pour pouvoir travailler, faire beaucoup d'audits à partir d'une référence unique, ce que l'on n'a pas. Et puis il y a ceux qui disent on va utiliser un outil additionnel et c'est Risicarré. Okay. Donc là, ce qu'on veut, c'est surtout pas changer les approches de ceux qui ont fait évoluer ou de ceux qui utilisent Risicarré, mais la première partie de la population, dont on craint qu'elle soit relativement importante, qui n'osait pas rentrer dans la méthode, et là, on donne les outils qui permettent, avec toutes les remarques qu'a faites Jean-Philippe Joas, que ce n'est pas une panacée, mais c'est vraiment une aide, et il faut bien faire le travail en amont, bien faire l'analyse des enjeux, bien réaliser les questionnaires d'audit, pas faire n'importe comment, et bien après mettre en question les recommandations faites par les automatismes.
Donc le premier champ important d'évolution nous a été apporté par l'arrivée de la norme ISO 27005 en 2008. Hein? Donc cette norme, ainsi que ça a été dit, ça expose des exigences pour choisir une méthodologie. C'était déjà dans 27001, il faut choisir une méthodologie. Ça confirme l'importance de la gestion continue des risques. Il faut éviter de faire un audit une fois et puis après de s'endormir dessus pendant 6 ans. J'ai déjà vu ça dans une banque où ils avaient fait une étude de risque 6 ans avant et pendant 6 ans ça avait évolué mais on ne savait pas ce qui s'était passé. ISO 27005 pour nous a apporté quelque chose d'important, c'est que la démarche telle qu'elle figure dans la norme est reprise d'un document ancien de l'ISO qui était l'ISO 13335 que Méhari avait adopté. Donc finalement on a déjà une très bonne similarité sur cette démarche qu'on trouve dans ceux qui ont chargé ISO 27005 la connaissent, un tableau avec les différentes étapes de l'évaluation de risque et du traitement. Et l'ISO aussi a cadré les étapes et les concepts. Donc Méhari 2010 est conforme à ces exigences et il apporte un certain nombre de plus. C'est des quantifications bien balisées et on vous aide dans la méthode à quantifier les enjeux, à quantifier les menaces et à quantifier les vulnérabilités, que ce soit les vulnérabilités intrinsèques ou les vulnérabilités du fait de déficiences. On a des scénarios de risque, des scénarios de situation de risque, et on peut arriver jusqu'à des recommandations d'optimisation pour les plans de traitement. Approfondissement du traitement des risques, c'est quelque chose que, donc encore une fois, que Méhari apporte, c'est-à-dire entre les différentes options possibles qu'offre la norme. Méhari a choisi de faire une analyse individuelle des risques à partir de scénarios plutôt qu'une gestion globale et indirecte des risques dont on ne sait pas par quoi elle pourra se traduire. Dans Méhari, ça a été dit tout à l'heure, les scénarios et les mesures de risque sont très bien associés, c'est-à-dire qu'on sait pour un scénario quelles sont les mesures de risque qu'il faut mettre en œuvre pour réduire la gravité, l'impact ou la potentialité. Les mesures sont regroupées dans des sous-services, chaque sous-service ayant dans le cadre généralement un objectif, soit de dissuader, dans le cas où c'est des actions humaines, soit de prévenir, surtout aussi dans les actions humaines, soit de confiner, par exemple s'il y a le feu, pouvoir détecter qu'il y a un incendie, etc., empêcher sa propagation, soit de pallier ou de rétablir un mode de fonctionnement satisfaisant ou rétablir les données dans un état où elles étaient avant. Donc, ça permet d'apporter une efficacité et une rapidité dans le traitement et aussi quelque chose de très important, c'est une reproductivité dans les résultats. Les autres évolutions, donc les actifs primaires, ça a été dit, on s'intéresse beaucoup aux services, aux données utilisées par les services et les processus. Donc les processus, genre respect de législation ou de réglementation. Le processus de classification des actifs a été un petit peu revu, donc avec les actifs primaires et les actifs secondaires bien plus détachés. Les domaines de sécurité, donc les nouveaux domaines, un point important qui intéresse tous les RSSI, c'est la gestion des postes de travail. Le parc de postes de travail, il faut le gérer. Les télécommunications, parce que l'information, ce n'est pas que des données qui sont sur un ordinateur en tant que digit, c'est aussi de la voix, c'est aussi du fax, c'est des choses très importantes pour les différents métiers. Un questionnaire a été rajouté, qu'on appelle MSI, qui permet de se rendre compte, soit en auto-audit, soit en audit externe, de la façon dont on implémente son SMSI. Est-ce que mon SMSI, j'ai bien couvert toutes les étapes, et toc, on se pose les questions, ou on apporte les réponses aux questions. Dans ce domaine-là, c'est une 50aine de questions, un peu plus. Une autre chose, c'est qu'on peut visualiser des variantes d'audit. Tout à l'heure, j'ai parlé donc un audit des Linux et un audit des Windows. Avant, on n'avait pas dans le tableau Excel cette possibilité-là. Tout au moins, elle n'était pas offerte à tout le monde. Elle était disponible, mais pas décrite. Là, ici, maintenant, on a jusqu'à 4 variantes d'audit
Hein, donc on peut visualiser 4 sites, 4 centres de calcul, etc. Enfin, dans les questionnaires d'audit, à chacune des questions de mesure de sécurité, on a attaché un nouvel indicateur de savoir si cette mesure contribue à l'efficacité du service, à sa robustesse ou à sa mise sous contrôle. Et donc, il y a un petit indicateur qui permet de dire c'est une question d'efficacité, de robustesse ou de mise sous contrôle, et un niveau en plus. Donc, ça permet de faire des niveaux de questionnement adaptés à la maturité de l'organisation en ce qui concerne la sécurité. Alors, au niveau des scénarios, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient été très fortement augmentés, il a fallu rationaliser la classification, le classement. Et donc, maintenant, ils sont décrits par le type d'actif, par exemple, c'est une donnée dans tel processus. Le dommage, perte de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité, donc c'est ce qui caractérise la vulnérabilité en quelque sorte. Et d'autres éléments complémentaires qui vont permettre d'avoir toute une batterie de scénarios de risque, ça décrit l'événement, la circonstance, l'acteur, et ça caractérise donc plus la menace. Et il est possible de regrouper ces scénarios par famille, par actif, par type de dommage, puisque c'est comme ça que c'est fait, et même éventuellement par acteur. On peut directement s'intéresser à tous les risques liés à la maintenance logicielle. Il y a des Allemands, il y a une compagnie aérienne allemande qui a expérimenté ça récemment. OK. En ce qui concerne l'évaluation des risques, Jean-Philippe Joas a dit qu'on avait séparé les mesures de récupération. Qui ne correspondent pas à des actions que le DSI et le RSSI peuvent faire. Ce n'est qu'au niveau du traitement qu'on va dire on ne sait pas traiter, on a encore des risques qui, au niveau de notre organisation, notre façon de faire, sont importants. Donc, on va essayer de les réduire par l'assurance. Et puis, ça introduit une simplification du traitement des risques ou de nos tables. Au niveau des plans de traitement, donc ce regroupement des scénarios par actif et par dommage est intéressant parce qu'on peut voir tout ce qui concerne, par exemple, un actif et un type de dommage, et voir tous les scénarios. Et dans la version avec les macros et les formules Excel, on peut avoir donc le nombre de scénarios de gravité 1, 2, c'est-à-dire c'est bon, 3, c'est important, il faut les régler, et 4, c'est vraiment très grave. Donc, directement, on a un tableau de bord et on pourra évaluer l'évolution du tableau de bord dans le temps. Donc, on peut visualiser les gravités, et il y a un certain nombre d'aides qui sont fournies par les moyens de calcul. Donc, essayer de voir rapidement quels sont les services qui vont permettre de réduire les risques inacceptables. Et donc, on a une notion de besoin de service qui existait déjà, mais qui est formalisée plus simplement dans cette version. En ce qui concerne la phase de déploiement, le DOU du SMSI ISO 27001, donc on offre la possibilité de visualiser les niveaux de qualité des services anticipés par projet. Un projet qui doit se dérouler, je sais pas, sur la gestion du contrôle d'accès, à telle date, on pense qu'on aura un niveau de qualité, donc on peut déterminer le niveau des risques associés à ce besoin à telle date d'achèvement. Donc ça, c'est un élément important qu'il faudra mettre en œuvre, mais bon, pourquoi pas. Et on a des outils, vous pouvez développer des outils de pilotage du traitement des risques en suivant ces indicateurs de niveau de risque, pas en suivant des indicateurs de nombre d'événements, d'attaques virales, etc. C'est comment est-ce que je me prépare à réduire et quand est-ce que j'aurai réduit mes niveaux de risque. Il est clair que ces changements, comme dans toute version, se sont traduits par une reprise de la documentation pour nous aligner à ISO 27005. Et dans le tableur Excel, que nos amis québécois, il y en a un dans la salle au moins, appellent un chiffrier. Je ne sais pas si vous saviez que ça s'appelait un chiffrier. Donc dans un chiffrier, Excel ou OpenOffice, on a réarrangé les feuilles de manière à mieux respecter la séquence des opérations telle qu'on la voit dans Méhari, et pour introduire les éléments de calcul fournis par la méthode. En ce qui concerne la documentation, donc vous avez ici un certain nombre de documents et leur état dans la version 2007 et dans la version 2010. Ce que vous voyez, c'est que
tous les documents existants dans la version 2007 sont reproduits dans la version 2010, sauf un, qui est le manuel de référence des scénarios de risque. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens avaient regardé ce manuel de référence, par ailleurs très utile pour ceux qui savent s'en servir. Il faisait 540 pages, puisqu'il y a 270 scénarios. Il y avait 270 scénarios. Maintenant, avec 800 et quelques scénarios, ça serait un document de 1600 pages, donc c'est pas vivable. Donc, on a décidé de supprimer ça. Par contre, on a rajouté deux documents. Un document qui décrit la démarche d'analyse et de traitement des risques. Donc, au lieu de décrire individuellement chacun des modules, on décrit tout l'enchaînement et toute la façon de traiter ces modules. Donc, c'est le guide de la démarche d'analyse. Et puis, il y a le manuel de référence de la base de connaissances. Pour l'instant, on ne l'a pas encore intégré aux bases, mais je pense que ça devrait être sa place, parce que chaque fois qu'on change les bases de connaissances, autant avoir le manuel de référence associé, donc le manuel de référence de la base de connaissances. J'en profite pour dire qu'au niveau de ces documents, ici, tout le monde parle français, mais il y a d'autres personnes qui travaillent dans des pays où la langue maternelle n'est pas le français. Donc, il y a des besoins de traduction. En même temps que ces documents qu'on livre en PDF sur notre site, ceux qui veulent traduire, et il y en a un dans la salle, je ne sais pas où il est, mais bon, je le verrai après, ceux qui veulent traduire dans la langue de leur pays peuvent le traduire, et ça enrichit de la même manière qu'on a déjà des choses ici. Il y a quelqu'un dans la salle qui m'a demandé il y a moins de 8 jours, qui a fait faire un audit en France et qui veut faire un audit en Allemagne. Il me demandait, est-ce que vous avez des questionnaires en allemand? J'ai écrit à une personne qui avait traduit 2 documents et j'ai appris qu'en fait, il avait traduit toutes les bases, tout le questionnaire Méhari en allemand. Donc c'est quelque chose qui, si vous êtes dans une société où il y a des filiales en Allemagne, en plus de l'Angleterre, etc., n'hésitez pas, on peut vraisemblablement avoir des surprises heureuses comme celle-là.